Avant d'expliquer en quoi il y a une innovation radicale en 1789-92 au niveau de la justice en France, il faut déjà faire le bilan de la justice de l'Ancien Régime. Ce qu'on lui reproche, c'est d'abord son extrême complexité. Les ressorts, les compétences, les attributions forment une espèce de maquis dans lequel il est impossible pour le profane de se retrouver. Son archaïsme et son inhumanité. C'est une justice qui pratique encore en théorie la question, c'est-à-dire la torture judiciaire. Le deuxième reproche, c'est que c'est une justice vénale. Les juges achètent leur charge, qu'on achète le droit de juger ses contemporains. Ensuite, on doit payer pour être jugé. On se rend compte assez rapidement que ces critiques, elles sont au cœur même du projet révolutionnaire. Le 24 mars 1790, l'Assemblée décrète « L'édifice judiciaire sera réformé dans son ensemble ». Du jour au lendemain, les organes de l'Ancien Régime cessent de fonctionner, et en particulier la justice criminelle à Paris. Le Châtelet de Paris cesse de fonctionner, et le Parlement également. Comme il faut revoir l'ensemble de l'édifice judiciaire, on va commencer par s'attaquer aux principes. Et les nouveaux principes de la nouvelle justice sont définis par deux textes fondamentaux, qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans sa rédaction de 1791 et la Constitution de 1791. Ces deux textes donnent une constitution écrite à la France qui n'en avait pas jusqu'ici. Les nouveaux principes, c'est l'égalité de tous devant la loi, la gratuité de la justice, la possibilité pour les justiciables d'être assistés et puis la légalité des peines. La grande idée des assemblées, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déni de justice, c'est-à-dire qu'on a supprimé les juridictions d'Ancien Régime, on va mettre en place un nouveau système, mais en attendant, il faut non seulement prendre en charge l'arriéré des procès qui étaient pendants, mais il faut aussi s'occuper des affaires qui tous les jours naissent sur le pavé parisien. Donc on va voir se mettre en place, entre 1789 et 1792, une série de tribunaux parfois très éphémères, par exemple le tribunal des 10 qui ne siégera que 2 mois. Quand la nouvelle organisation s'est mise peu à peu en place, c'est-à-dire quand un tribunal criminel par département a été créé, on s'est installé dans quelque chose de plus durable et de moins urgent. La loi prévoit un changement radical par rapport à la vénalité des offices, c'est que les juges désormais vont être élus. Alors c'est l'époque où à peu près toutes les fonctions sont électives. Parce qu'on comprend bien le principe, c'est faire émaner la puissance de juger du peuple, mais aussi assurer l'indépendance entre les pouvoirs. Et on en a un bon exemple avec ce tableau qui représente un juge. On voit un génie ailé de la liberté qui remise dans un placard la robe d'hermine et la barrette, qui est le symbole du juge d'Ancien Régime. Et il a adopté le costume républicain, plus sobre, avec le noir égalitaire qui se répand dans l'administration de l'époque. Et lui vient d'être élu, et il fait partie de ces nouveaux juges. Les juges, qui sont-ils? Dans bien des cas, ce sont des hommes de l'Ancien Régime, qui ont exercé des fonctions à des degrés divers, d'ailleurs, dans l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime. On a une chance dans ces fonds judiciaires, c'est qu'on a des pièces à conviction qui sont annexées aux pièces du procès. L'intérêt de ces documents, c'est de nous permettre de plonger dans le quotidien des Parisiens de l'époque. On a une fiole qu'on a peut-être pu mettre en relation avec une affaire d'empoisonnement, il n'y en a pas beaucoup, mais là il y en a une. On a des lunettes, un nécessaire à couture. Ici, on a un livre de dépenses qui montre le quotidien d'un ménage en mars 1791. Il y a un port de lettres, 6 livres de poudre, un pot de pommade, du pain, un fiacre, des bougies, des chandelles. On est dans une période où se multiplient les faussaires, des fabrications et des usages de faux. Et comme on vient de réitérer un nouveau système de papier-monnaie avec la fabrication des assignats, on voit beaucoup d'affaires de faussaires, de faux assignats se développer à cette époque, et ça donne lieu à des saisies impressionnantes, comme ces 2 saisies. Là, on a 2 vitrines qui représentent 2 saisies par un commissaire, qui est intervenu, qui a surpris en flagrant délit un faussaire, qui a saisi l'ensemble des pièces qui lui semblaient incriminantes et qui les a amenées au juge, lequel les a annexées aux pièces du procès. Évidemment, il ne paye pas de mine. C'est quand même le premier code pénal français. Alors on voit que ce code, il est tout petit, il fait que quelques pages. On attribue souvent la paternité des codes, de tous nos codes, au Premier Empire, à Napoléon, mais les principes ont déjà été prononcés ici. Il se présente comme une sorte de barème, c'est-à-dire qu'à tel type de délit correspond tel type de peine. Toujours avec l'idée que le juge n'a pas à intervenir en son âme et conscience, il doit intervenir en tant que technicien, et il applique le barème. Là, il y a enfin un texte auquel le juge peut se référer lorsqu'il prononce un jugement. Et puis ici, on voit l'apparition de ce qu'on appelle le conseil, c'est-à-dire c'est l'avocat. Donc, pour la première fois, les prévenus sont tirés de leur prison, on leur demande s'ils ont un conseil, et s'ils n'en ont pas, on leur en donne un. Donc on passe à un mode de jugement complètement différent. Ça, c'est important, c'est aussi une innovation qui est faite à l'imitation du système anglais et du système américain,
où l'inculpé peut intervenir par oral, se faire assister par un avocat, et tout ça se passe en présence du public lors du jugement proprement dit. Et le juge est sommé de s'adjoindre les compétences qu'il n'a pas par lui-même, c'est-à-dire qu'il doit avoir recours à des experts. Donc il fait appel à des expertises en matière médicale, mais aussi à des expertises en graphologie. On a ici un dossier d'un corbeau. On demande à des graphologues de se prononcer sur l'identité de l'auteur des billets. Sous l'Ancien Régime, la prison n'est pas une peine. Jusque 1789, les prisons sont des lieux où on attend son jugement. Avec les nouveaux principes de la Révolution, comme on supprime tous les supplices corporels, toutes les peines infamantes, il faut trouver un autre type de peine. Les débats s'orientent vers une espèce de promotion sociale généralisée, c'est-à-dire qu'on décide que tout le monde aura la tête tranchée, ce qui était le cas uniquement des privilégiés sous l'Ancien Régime. Après, reste à savoir comment on va le faire. Et au sein de l'Assemblée, on se tourne vers les médecins, à qui on demande de concevoir une machine qui va servir à décapiter les condamnés à mort. Le procès-verbal du premier guillotiné, donc signé par le bourreau, Samson, en avril 1792, ça c'est le premier homme qui tombe sous le couteau de la République. Au départ, c'est sur la place de Grève. La place de Grève, c'est la place de l'Hôtel de Ville. Et c'est là que se passent les premières décapitations à la guillotine.